Bonjour à tous et bienvenue à Entre deux traites. Je suis Sabrina Caron. J'espère que la rentrée se passe bien pour tout le monde. Mon co-animateur Jean-François pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Il est dans l'ensilage de maïs, donc on sait quand ça commence, mais on sait pas quand ça finit. Donc il a dû s'absenter pour le balado. C'est pas grave, hein? Je vais le faire seul. Aujourd'hui, entre deux traites, nous avons la chance d'avoir comme invité Jacques Lefebvre, chef de la direction des producteurs laitiers du Canada. Avec lui, on va pouvoir faire le tour de ce qui se passe dans le monde de l'industrie laitière. Je parlais de la rentrée il y a un instant. On va pouvoir lui poser quelques questions sur ce qui s'en vient, justement, pour la rentrée politique également, et les gros dossiers à surveiller. Merci d'avoir choisi Entre deux traites. Notre invité a plus de 20 ans d'expérience au sein d'équipes de haute direction, ayant occupé des postes de cadre supérieur au sein d'organisations nationales des secteurs des affaires et à but non lucratif. Il a été notamment président directeur général de l'Association des transformateurs laitiers du Canada avant de devenir chef de la direction des producteurs laitiers du Canada. Il détient un bac en communication sociale de l'Université Saint-Paul et de l'Université d'Ottawa, une maîtrise en éthique publique de l'Université Saint-Paul. Il s'est perfectionné en tant que cadre en planification stratégique à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, en marketing à l'Université Queen's, en durabilité et économie circulaire à l'Université de Cambridge et en gestion de la réputation à la Reputation Institute de New York. Jacques Lefebvre, bienvenue à Entre deux traites. Bonjour Sabrina, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Premièrement, c'est tout qu'un parcours professionnel. J'en étais essoufflée juste de lire là, toutes tes qualifications. On veut en savoir plus. Je sais que tu as été journaliste, que tu as travaillé au gouvernement fédéral aussi. Comment on arrive avec tout ce parcours-là à choisir l'industrie laitière dans son plan de carrière? La chose que je dois dire, Sabrina, c'est que moi, mon plan de carrière, quand j'ai commencé, c'était d'être journaliste, puis éventuellement me ramasser à New York, ou dans une capitale comme Paris ou Londres, Washington, pour faire du journalisme politique à l'international. Ça, c'était mon plan de carrière. Euh, ça a comme déraillé assez vite et j'ai compris que la destinée m'avait bien servi et j'avais eu de belles opportunités. Fait que je peux pas dire que j'ai choisi l'industrie laitière ou que l'industrie laitière m'a choisi. Je pense que c'est la destinée en grande partie. Un beau jour, je venais de quitter l'Association médicale canadienne. Puis, il y a un chasseur de tête qui m'a appelé puis qui m'a dit essentiellement ceci. Jacques, j'ai un poste de chef de direction pour toi. Plus petite organisation que ce que tu es habitué, mais je pense que tu es le candidat idéal. C'est juste que le comité de sélection ne le sait pas encore. Et là, l'industrie laitière, je n'avais pas pensé dans ma carrière être chef de direction un jour. Alors, je commence à y réfléchir. Puis, pourquoi je dis la destinée? Et là, je vais faire une petite pause, puis tu vas comprendre. Étant tout petit bonhomme, mon grand-père avait une ferme. Puis, ça, c'est pré-gestion de l'offre, ça fait que ça remonte quand même un certain temps. Et son histoire, c'est qu'il n'arrivait pas à faire vivre la famille. Et une des choses qui m'a frappé beaucoup, et c'est pour ça qu'il avait quitté la ferme, il avait vendu une partie de la terre, puis il avait gardé une partie avec la grange. Et petit bonhomme, j'allais dans la grange et je me rappelle d'avoir vu des cruchons de lait. J'ai demandé ce que c'était. Je devais avoir à peu près 5-6. Puis là, il m'expliquait. Tu sais, grand-papa, il collectait le lait, il faisait la traite. On mettait le cruchon dans le ruisseau, puis là, il venait chercher ça. On le mettait au chemin, puis il venait chercher. Des fois,
il ramassait. Des fois, il ramassait pas. Des fois, il nous payait, puis des fois, il nous payait pas. On le savait jamais. Et ça, tout petit bonhomme, ça m'était resté dans la tête. Alors, on avance plusieurs décennies plus tard. Je me retrouve confronté à une opportunité d'aller dans l'industrie laitière. Puis ça, ce moment-là, a pris toute sa signification. Et c'est pour ça que je suis venu rapidement à apprécier la gestion de l'offre. Et ce que la gestion de l'offre amenait et l'équilibre que ça avait amené dans le secteur entre les producteurs et les transformateurs. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est la destinée, parce que quand je repense à ce moment-là, je me dis, pour moi, c'était dans ma destinée un jour de travailler pour les producteurs laitiers. C'est comme écrit dans le ciel. Ouais. J'ai eu la chance de t'entendre à plusieurs événements des PLC. Tu as souvent parlé des PLC 2.0. Peux-tu nous expliquer le processus qui a amené à cette évolution-là? Ben, tout d'abord, il faut savoir que les PLC 2.0, ce que c'est vraiment, c'est un exercice de modernisation qu'on a fait chez les PLC. Et quand je me suis joint au PLC, faut se rappeler le contexte. Les Dairy Farmers en Ontario avaient décidé de retirer leur investissement en marketing des PLC. Puis ça avait créé un chamboulement. Et je me rappelle d'avoir parlé avec Pierre Lampron, notre président à l'époque, et quelques autres élus. J'ai dit, quand des trucs comme ça se passent dans une organisation, c'est peut-être le temps de se poser quelques questions, à savoir, entre autres, les producteurs, nos membres, nos groupes partenaires, ils s'attendent à quoi des PLC exactement? Est-ce qu'on doit continuer à faire ce qu'on faisait il y a 10, 15 ans, ou on s'attend à autre chose? Notre valeur, ce qu'ils voient comme valeur des PLC a évolué. Puis donc, les PLC 2.0, la modernisation, a commencé par un gros exercice de consultation avec les producteurs, dans des assemblées publiques, en ligne, avec nos partenaires. Et là, on en est venu à bien cerner où on voyait une valeur pour les PLC, ce qu'on voulait, on s'attendait des PLC. Ça, en bout de ligne, là, nous, on est là pour servir nos producteurs, nos membres. Puis c'est bon de savoir, tu sais, eux, qu'est-ce qu'ils veulent de nous. Puis l'exercice est intéressant parce que on a trouvé la valeur unique pour les PLC, la valeur en conjonction avec nos provinces, c'est-à-dire les enjeux où on devait travailler en collaboration très près avec nos provinces, et d'autres enjeux où les membres et les producteurs disaient essentiellement, on voit moins de valeur dans ces éléments-là. C'est ce qui a donné lieu à la modernisation, à une restructuration au niveau des PLC et de nos activités. Mais c'est parti de là. Et c'est ça l'exercice des PLC 2.0. Parlant de Pierre Lampron, c'était notre premier invité au tout début de Entre deux fêtes. Pierre a été président des PLC pendant 6 ans. Son mandat était terminé et ne pouvant pas le renouveler, il a quitté ses fonctions. Parle-nous de ce que Pierre laisse en héritage aux producteurs laitiers d'ici. Hey, Pierre laisse beaucoup. Tout d'abord, je vais dire, Pierre a été un mentor. Il m'a tellement appris sur la production laitière. Il a été très généreux de son temps, Pierre. Il y a 2 choses en particulier, moi, qui m'interpellent. Pierre comme ambassadeur, comme bâtisseur de consensus, ça, c'est clair que ça fait partie de son legs, ce qu'il laisse à l'industrie. Dans les situations les plus tendues, Pierre restait toujours calme, était toujours à la recherche d'opportunités pour ramener les parties ensemble. Puis ça, c'était vrai avec les transformateurs, avec des groupes partenaires, mais même à l'intérieur de notre industrie, on le sait, hein, des fois, les gens ils ont des visions différentes.
Puis ça, je pense que c'est une des choses que Pierre, ça fait partie de son legs. Plus, si on parle au niveau d'enjeu, évidemment, la compensation pour les producteurs. Ça s'est fait, mais sous le leadership de Pierre. Euh, Pierre, quand on en avait besoin en appui au comité de négociation, Pierre prenait le téléphone puis appelait les plus hautes instances du gouvernement. Alors, ça, je pense que ça, on doit tenir compte de ça. Aussi, de positionner l'industrie pour le futur. Pas juste pour le moment, puis de gérer les enjeux du moment, mais Pierre avait cette habileté-là à se tourner vers le futur. Et le plan directeur qui a été développé, c'est un de ses grands legs aussi, parce que ça présente en fait des piliers sur lequel ou sur laquelle une vision future pour l'industrie va pouvoir se reposer. Et ça, c'est du travail qui nous reste à faire encore, mais les piliers sont là. On a engagé les provinces, nos membres, à développer ces piliers-là. On a parlé d'innovation, d'exportation. On a parlé des différentes communautés, de leur relation avec les produits laitiers. Et ça fait partie du legs de Pierre, ce plan directeur-là. Il peut en être très fier parce que c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir bâtir pour le futur. Je pense que Pierre avait la réputation d'être rassembleur. Hein? En tout cas, j'ai entendu ça souvent, fait que ça résume bien ce que tu viens de dire. Vous avez travaillé étroitement ensemble. Quel accomplissement dont tu es le plus fier? Y a-t-il un moment là, avec Pierre qui a été exceptionnel, que vous avez franchi des barrières? Je sais pas si c'est dans une négociation. Y a-t-il un moment particulier là? Ben, et celui que je vais donner va probablement surprendre beaucoup de gens. Mais quand Pierre a été invité à être au souper pour le président Biden, c'était la première fois qu'un représentant des producteurs laitiers était, on va l'appeler la grande table, à l'invitation du premier ministre. Et pour Pierre et pour moi, c'était pas juste Pierre, c'était le fait que les producteurs laitiers de chez nous étaient à la grande table. Et je sais que pour Pierre aussi, ça a été un moment de grande fierté, pas personnelle pour lui, mais de pouvoir représenter les producteurs à cette grande table. Qu'est-ce que ça fait? Je pense que il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais cet exemple-là est empreint de tout un symbolisme pour les producteurs. Justement, cette invitation-là, c'est quand même récent, là, c'est dans les derniers semaines, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire que le président américain invite les producteurs de lait à sa table? Ben, je pense que c'est une reconnaissance de la place des producteurs. Les producteurs jouent un rôle au niveau de l'économie, un rôle important. On a aussi une perspective importante qui est respectée au Parlement. Et je pense qu'on a su établir que on peut être de bons partenaires. Et je pense que c'est je donne l'exemple de la durabilité, par exemple. On a, oui, ça sert notre intérêt aussi. Les producteurs veulent s'assurer que les terres vont être là pour les prochaines générations de producteurs. Il y a ça. Mais le gouvernement avait aussi besoin d'un partenaire d'envergure en agriculture pour s'engager dans cet agenda-là. Et les producteurs ont répondu à l'appel.
Et je sais que c'est un dossier qui est par moment, pour certains, peut-être un peu plus difficile. Pour moi, ça s'inscrit dans la continuité parce que les producteurs sur la Terre ont posé des gestes à travers les décennies, à travers les générations même, pour s'assurer de la pérennité de la Terre pour leurs enfants, les futures générations. Mais on n'en a jamais parlé. C'était le secret le mieux gardé. Alors, là, aujourd'hui, on en parle plus. Puis c'est sûr qu'il y a un agenda politique auquel on vient se greffer. Alors, pour moi, là, je pense que c'est une reconnaissance de l'importance de l'industrie, mais aussi le fait que on pouvait être des partenaires, pas juste des gens qui revendiquent, des gens avec qui on peut s'asseoir, avoir une bonne discussion, puis trouver des enjeux sur lesquels on peut travailler de façon commune. Sans être partisan. Alors, je pense que ça témoigne, cette invitation-là témoigne de ça aussi. Excellent. En juillet dernier, j'ai eu la chance de participer à l'AGA des PSC. Puis, il y a un nouveau président qui a été nommé, c'est David Wings du Manitoba. Oui. Pour nos auditeurs qui le connaissent moins, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Ah, mon et c'est sûr que les auditeurs du Québec vont connaissent plus Pierre et peut-être un peu moins David, mais pourtant ces deux-là, ils ont travaillé ensemble depuis les derniers 6 ans de façon très, très étroite. David était vice-président alors que Pierre était président. Fait que je dirais que l'approche de Pierre, c'était aussi en même temps l'approche de David, parce que ces deux-là se parlaient toujours pour bien s'aligner, pour s'assurer qu'ils étaient alignés. Et philosophiquement, je dirais que c'était pas vraiment difficile. Ça fait qu'on va retrouver beaucoup de ce qu'on a vu de Pierre avec David. David, c'est un producteur du Manitoba, pas très loin, en dedans d'une heure de Winnipeg. Sa ferme, il y a environ 200 vaches et à peu près, de mémoire, 1200 acres de grande culture. Puis, il gère la ferme avec son frère. Donc, David, au niveau de son rôle de président, vraiment, ce qu'on va voir, c'est de la continuité parce que ce qu'on voyait de Pierre, c'était en fait la philosophie de Pierre et David. Alors, c'est ça qu'on va continuer de voir. Et David a déjà commencé ses cours de français, d'ailleurs. Alors, il se promet bien de pouvoir jaser un peu en français bientôt. On va y laisser quelques temps avant de l'inviter au podcast francophone, là, mais j'ai espoir qu'un jour, on puisse le recevoir. Il y a d'autres visages sur le CA aussi. Est-ce qu'on pourrait parler d'un renouveau ou de changement ou de continuité? On peut s'attendre à des orientations différentes dans le futur? C'est quoi ces nouveaux visages-là sur le CA? Ben, c'est intéressant. Je dirais que aujourd'hui, là, juste à l'œil, c'est à peu près 80% du CA qui a 1 an ou moins d'expérience sur le CA des PLC. Fait que c'est un CA qui est assez nouveau. Mais on a quand même des gens encore qui sont bien établis en selle. Je pense entre autres là, à Daniel Gobeil, le président au Québec. Daniel qui a quand même un bon historique. Marcel Blais, Peter Strabel et d'autres. Donc, on a quand même un noyau de gens qui ont une bonne expérience, incluant David, évidemment. Mais après ça, c'est ça, à peu près 75 à 80% des gens qui ont 1 an d'expérience au moins.
Est-ce que c'est dans la continuité? Je pense que, c'est sûr qu'il y a de nouvelles idées qui arrivent. Hein? Les gens ont peut-être moins d'historique, donc vont arriver avec des nouvelles idées, des façons de faire un peu différentes. Et ça, c'est sain pour une organisation. C'est sûr que comme chef de direction, je dirais que, tu sais, quand même 75 à 80% de renouveau, c'est beaucoup sur un CA. On aime avoir un renouveau, mais disons que là, la limite supérieure, c'est 75 à 80%. C'est bon. On va prendre une pause à ce moment-ci et au retour, on examine plus en détail ce qui s'en vient au cours des prochains mois avec Jacques Lefebvre, chef de la direction des PLC. À tout de suite. Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut Jeanne. Comment les producteurs laitiers prennent-ils soin de notre planète? À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes. Ah, c'est comme le cercle de la vie. Oui, on travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partante. Et toi? Je suis partant. C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050. Nous sommes de retour avec Jacques Lefebvre, chef de la direction des PLC. Jacques, au mois de septembre, c'est la rentrée à la télé, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée politique. En tant que voix nationale des producteurs laitiers, c'est sûrement un moment très occupé. Quand tous les députés et ministres reviennent en ville, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'il y a tout un branle-bas de combat parce que là, tout le monde est en ville, le Parlement est en session, ça devient très actif. Il y a un bouillonnement. Tu sors sur la rue là, près du Parlement à l'heure du lunch, tu es sûr de rencontrer quelqu'un du côté politique, les bureaucrates, etc. C'est le retour. C'est évidemment, il y a beaucoup de trépidation parce que tout le monde a ses enjeux qui veulent piloter, veulent avoir l'attention du gouvernement, veulent voir les choses bouger. Alors, les gens se chamboulent après la pause de l'été où ils ont fait les barbecues, la tournée des barbecues. Là, on est à Ottawa, puis on se remet au travail. On se remobilise, là, on se retrousse les manches, puis on est au travail. C'est moi ou il y a quelqu'un qui me dit qu'à ton arrivée au PLC, les bureaux des PLC ont changé de lieu. Oui, effectivement. On était beaucoup plus loin du Parlement, je dirais, à l'œil, là, peut-être un 10 à 15 minutes de taxi pour se rendre au Parlement. Puis, ayant travaillé dans une autre organisation qui était beaucoup plus près du Parlement, je savais fort bien qu'on pouvait avoir des rencontres. Il y a des gens qu'on avait de la misère à voir, céduler des rencontres. Puis souvent, on faisait juste se promener, aller chercher un sandwich à l'heure du lunch près du Parlement et on rencontrait des sous-ministres, des directeurs de cabinet, etc. Alors, comme organisation de lobby, une des choses que j'avais fait valoir au CA, c'est que il y avait peut-être une opportunité là pour nous de se repositionner un peu plus près du Parlement avec des bureaux un peu plus petits, concept à air ouverte pour faciliter la collaboration entre les joueurs, un espace moderne de travail. Et aussi, on était partenaire dans 2 édifices sur la rue Florence, qui était, comme je disais, beaucoup plus loin. Là. Puis dans notre mandat, on n'avait pas vraiment la gestion immobilière. Ça fait que c'était une des questions que j'avais posées. Est-ce que vraiment vous voulez qu'on soit dans la business de la gestion immobilière ou non? Puis finalement, le CA avait dit
non, je pense qu'on peut, on peut liquider nos actifs de ce côté-là et vraiment repositionner les bureaux de façon stratégique pour faciliter le lobby. Puis à preuve, puis c'est sûr que quand tu dis ça aux élus, tant qu'ils l'ont pas expérimenté eux autres mêmes, tu sais, c'est un peu difficile. Il se fait à toi, mais je me rappellerai toujours, il y a un de nos élus sur le CA, une journée de lobby, ou une journée de travaux, je pense. Et il était sorti avec un collègue à l'heure du lunch pour aller chercher un sandwich, rencontre Jack Mead-Singh sur la rue, commence à jaser avec Jack Mead, et revient au bureau puis il me dit « Hey, sais-tu, t'avais raison, tu sais pas. » Et il avait rencontré aussi son député sur la rue. Alors là, je pense qu'ils ont pu voir, nos élus, là, le bénéfice de se déplacer puis d'être beaucoup plus près du Parlement. Oui, c'est une fine stratégie, ce repositionnement. Laurence McCauley a été nommée nouveau ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce changement? Est-ce que tu as eu la chance de lui parler depuis sa nomination? Oui. David et moi, on a eu la chance de lui parler vendredi dernier. Mais peut-être, petite anecdote, c'est le nouveau, mais pas le temps nouveau ministre, parce qu'il faut savoir que c'est sa deuxième tournée à l'agriculture. C'est un producteur laitier il y a longtemps, mais ses racines à l'île du Prince-Édouard sont là. Je vous raconte une petite anecdote. Lorsque je travaillais au gouvernement fédéral, une de mes responsabilités avec mon ministre était de préparer les autres ministres à la période de questions. Donc, anticiper des questions auxquelles ils pourraient faire face et les aider dans la préparation des réponses. Un des ministres avec qui j'ai fait ça, c'est Lawrence McCauley. Ça remonte quand même à des dizaines d'années. Alors, on s'est remémoré certains souvenirs dont je le connais de longue date. C'est très facile d'approche, dû au fait que ça fait tellement longtemps qu'il est au Parlement. Il y a des relations qui dépassent son parti, qui vont dans d'autres partis. Il est bien en vue avec ses collègues du cabinet aussi parce qu'il arrive avec cette seniorité-là, cette expérience-là, tout l'historique. Alors, je pense que de l'avoir comme ministre de l'Agriculture, c'est certainement un plus pour les producteurs. Excellent. Quels sont les gros dossiers sur le dessus de la pile pour cet automne et les mois à venir au PLC? Oui, Sabrina, c'est une bonne question. Il y en a plusieurs. Personnellement, bon, c'est sûr que C-282, le projet de loi qui empêcherait des gouvernements dans le futur de faire des concessions au secteur sous gestion de l'offre, ça, c'est certainement un des enjeux prioritaires. C'est au Sénat présentement pour suivre de près sa progression, là, assurément. L'autre truc sur lequel on doit garder un œil, c'est les discussions pour un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Canada. Le Royaume-Uni pousse pour avoir des clauses sur le bien-être animal à même un accord. Et ce qui est tout à fait inhabituel, et ça sort du cadre d'un accord commercial. Alors, ça, il faut garder un œil dessus. On est à la 7e ronde de négociation. Puis, bien franchement, là... Qu'est-ce que ça veut dire, genre? Dans le fond, ils voudraient dicter les règles de bien-être animal d'ici? Exactement. Parce qu'on envoie des produits du Canada là-bas? Ou... Oui. Parce qu'on aurait des échanges commerciaux bilatéraux dans un accord. Profite des négociations pour essayer de glisser ça à l'intérieur. La situation en Europe, évidemment, elle est différente, mais essentiellement, nous, ce qu'on a dit au gouvernement, on a un programme qui s'appelle ProAction, qui est parmi les meilleurs au monde. On n'a certainement pas de leçons à recevoir de qui que ce soit.
Alors, c'est une fin de non-recevoir. On veut... le gouvernement doit faire son travail puis dire... Si on commence ça, si des pays commencent ça, ça finira pas. Ben, voilà. Alors, non, puis c'est... tu sais, c'est un peu on essaye d'utiliser un accord commercial comme un fourre-tout, là. Là, c'est quand même, là, on va se garder une petite gêne. Puis encore une fois, on n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Okay. Les PSC ont... Oui, j'ai parlé de ces deux-là, mais évidemment, je pourrais parler aussi d'autres enjeux. On pense notamment au fonds d'investissement, hein, dans la transformation. C'est vrai. On a bien hâte que ce soit annoncé. On nous dit que ça s'en vient là, dans les semaines à venir. Alors, on a bien hâte que ça soit annoncé. Il y a aussi une entente de principe avec l'Inde. On sait que le premier ministre Trudeau est en Inde présentement. Faut aussi garder un œil là-dessus. On nous dit qu'il n'y aura pas de concession dans le secteur laitier. Mais encore une fois, on prend les gens au mot, mais on reste vigilant. Les PSC ont pris plusieurs engagements là, dans les derniers mois en faveur de la protection de l'environnement et pour améliorer la durabilité de l'industrie. Les producteurs laitiers ont toujours été conscientisés, comme tu disais plus tôt, là, mais il y a toujours du progrès possible. Comment le gouvernement pourrait nous aider à atteindre nos objectifs de réduction d'émissions à la ferme? As-tu des exemples? Ben, c'est une très bonne question. Je pense que ce qu'on fait présentement, on a un groupe de travail au niveau national qui est piloté par Fawn Jackson, qui est notre chef de la durabilité. Le groupe de travail avec des producteurs. Essentiellement, on est après développer les pans de la stratégie. Qu'est-ce qu'on a besoin? Quel type d'appui, plus précisément, pour nous amener à atteindre ces objectifs-là? Et une des choses pour moi là qui est prioritaire, c'est qu'on ait vraiment on ait le plus d'informations possible pour les producteurs dans le contexte du marché du carbone. Parce que il y a plusieurs organisations qui approchent les producteurs présentement pour faire des partenariats de 10, 15 ans. Et on veut s'assurer que, sans dicter aux producteurs qu'est-ce qu'ils devraient faire, peut-être leur fournir le plus d'informations possible pour qu'ils prennent la meilleure décision pour eux-mêmes. Jacques, on sait que... C'est vraiment notre focus. Puis, je dirais que faut se rappeler, là, quand on a pris l'engagement, le ministre Guilbeault est venu parler aux producteurs laitiers à notre assemblée annuelle et il a dit que le gouvernement allait être là en appui aux producteurs et que la voix des producteurs allait porter. Alors, nous, on fait nos devoirs présentement, mais c'est sûr qu'on va avoir une liste pour le gouvernement. Jacques, on sait que nous sommes présentement dans une situation de gouvernement minoritaire. Je te demanderai pas de faire des prédictions quand vont être les prochaines élections, mais ma question porte sur le contexte minoritaire. On est là-dedans depuis quelques années. Avec ton expérience, c'est quoi la différence entre les relations avec un gouvernement majoritaire et un gouvernement minoritaire? Un gouvernement majoritaire, l'avantage principal, c'est que, tu sais, en bout de ligne, on cogne toujours à toutes les portes. Il faut comprendre, lorsqu'on fait de la représentation, même si c'est un gouvernement majoritaire, on va aller voir les partis d'opposition, on va leur parler, on veut s'assurer qu'ils comprennent bien ce qu'on essaye d'obtenir, pourquoi c'est dans leur intérêt de nous appuyer aussi. Mais en bout de ligne, t'as un partenaire à convaincre. Dans un gouvernement minoritaire, là, souvent, tu en as deux, puis à l'occasion, il faut que tu en convainques plus, dépendamment du type de vote que tu vas avoir, si c'est un vote libre. Alors, je te dirais que ça demande un peu plus de travail, mais aussi le piège, c'est que le parti qui est au gouvernement, s'il veut pas bouger sur quelque chose,
ben là, ils vont te rediriger vers les partis d'opposition, puis il faut que vous alliez chercher les partis d'opposition en appui, surtout quand c'est un enjeu où tu as un des partis principaux, mettons un des trois principaux, là, qui n'est pas en accord, ou philosophiquement, c'est pas en accord avec ce qu'on veut faire. Là, ça devient compliqué. Puis là, ben, pendant qu'on passe notre temps à essayer de convaincre le parti d'opposition, ben, le gouvernement, lui, n'est pas confronté à être obligé de prendre une décision sur le champ. Alors, le contexte majoritaire est plus simple parce que c'est plus difficile pour le gouvernement de se défiler, puis nous envoyer nous tenir occupés avec les partis d'opposition. Mais on le fait de toute manière. Il faut comprendre que même avec un gouvernement majoritaire, on continue d'avoir des communications, des liens avec les partis d'opposition, mais c'est juste qu'on n'est pas dépendant de eux pour faire avancer un dossier dans un contexte majoritaire, alors que dans le contexte minoritaire, c'est autre chose. Le gouvernement, il y a des milliers de dossiers à gérer. Chaque ministre doit en avoir une centaine tous les mois sur leur bureau. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations qui veulent faire valoir leurs points, des regroupements, des associations, des lobbyistes. Dans ce contexte-là, comment que les producteurs de lait du Canada font pour se démarquer? Comment on attire l'attention du gouvernement sur un enjeu important? En fait, je te dirais, Sabrina, souvent, je pense que dans le passé, là, on faisait notre représentation, mais quand le gouvernement se faisait tirer l'oreille, soudainement, tu avais quelques producteurs qui débarquaient sa colline parlementaire avec les vaches, les tracteurs, puis quand tu te faisais tirer l'oreille pour nous entendre, ben on s'assurait de se faire entendre. Je pense que le contexte a évolué beaucoup. Puis, tu sais, je t'en rapporterai à la manifestation qu'il y a eu à Ottawa qui a duré des semaines. Le gouvernement a appris à fonctionner malgré ça. Alors, cette approche-là, tu sais, je te dirais qu'on la garde dans notre poche arrière. Si on a besoin de l'utiliser, on l'utilisera. Mais vraiment, on a comme pivoté, c'est-à-dire comment on peut exercer notre influence, mais d'une autre façon. En identifiant les points communs qu'on a en commun sur des enjeux et qui pourraient nous servir et qui pourraient servir le gouvernement en même temps. Alors ça, je pense que c'est une évolution qu'on a faite et ça nous a bien servi jusqu'à présent. Je te dirais que généralement, là, quand on prend le téléphone puis on appelle, si ça répond pas tout de suite, ça prend pas trop de temps que les gens retournent aux appels. Puis ça, je pense que ça témoigne du respect de la voix des producteurs. Puis aussi du rôle d'ambassadeur que nos élus jouent. Ce sont de bons ambassadeurs. Ils sont fermes, mais ils sont parlables, comme on dit, puis ils sont bien informés. Alors, nos journées de lobby sont importantes dans ce sens-là. Puis, entre les journées de lobby, ben nous, on continue à faire le travail qui a à être fait au niveau staff, mais aussi au niveau des élus des PLC. Dans le fond, on est passé plus d'un côté revendicateur à un côté de gagnant-gagnant. On a plus des relations gagnant-gagnant. On leur fait valoir que s'ils nous aident, ils s'aident, puis on a de meilleurs résultats comme ça. Oui, puis c'est pas dans la fin, hein. On a toujours nos objectifs, mais c'est dans les moyens qu'on va déployer. Là, je te dirais, tu sais, on va essayer d'identifier où on a des intérêts communs qui pourraient nous servir. Peu importe la couleur du gouvernement. Et on va tabler là-dessus, on va travailler là-dessus. Puis, tu sais, je pense que cette approche-là, elle nous a bien servi, entre autres, dans tout le dossier de l'étiquetage. Hein? On a fait des gains énormes en regard au nombre de produits laitiers qu'il allait avoir des étiquettes. Vraiment, là, le gouvernement a revu sa position de façon significative.
Si bien que maintenant, c'est un petit pourcentage. C'est sûr que 1%, c'est trop, mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a eu une évolution. Et ça, c'est parce qu'on a travaillé en partenariat avec eux. On leur a fourni des études. On est allé commander des études. On a fait tout ce qu'on avait à faire pour leur faire comprendre que il y a des produits qui y avait aucune vraie bonne justification du point de vue santé pour qu'on leur appose une étiquette. Ouais. C'est normal qu'il y ait du sel dans du fromage, tu sais, à un moment donné. Ouais. Effectivement. Ça fait partie là, de la base de la recette, ben oui. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Jacques. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de travail au PLC. Je pense pas que ça arrête bien. Merci d'avoir pris le temps d'être sur le balado. Ben, Sabrina, c'est un plaisir. Puis merci à toi. Hein. Continue ton bon travail. C'est vraiment intéressant, les balados. J'en profite pour te remercier personnellement pour ton appui à notre balado et pour l'appui des producteurs laitiers du Canada au même balado. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Bye. Eh bien voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le chef de la direction des PLC. C'est pas pour rien que Jacques Lefebvre est reconnu comme un des lobbyistes les plus influents au Canada. Il est sur la liste des 100 lobbyistes les plus importants selon le journal Hill Times depuis plusieurs années. Jacques, c'est vraiment une personne exceptionnelle. J'ai discuté avec lui là, à l'AGA des PLC, puis il m'a expliqué un peu comment il gère la main-d'œuvre ou le capital humain là, qui travaille pour nous. Puis j'ai été vraiment surpris. Ben, pas surpris parce que dans toutes les organisations agricoles que j'ai la chance de côtoyer, je suis toujours impressionnée de comment les employés, comment le capital humain est dédié aux producteurs de lait. Par ailleurs, sous sa direction, les producteurs laitiers du Canada ont été reconnus comme un des employeurs de choix dans la région de la capitale nationale par Canada Top 100 Employers. C'est ce qui complète cet épisode. Un grand merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Un grand merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Cet épisode n'aurait pas été possible sans le travail de notre équipe de production, Bruce Sargent et Carl Bélanger. Nos anciens épisodes sont disponibles sur les meilleures plateformes d'écoute et sur notre site entre2traites.ca. Merci à tous et à bientôt pour un autre épisode d'Entre deux traites.